Voilà, nous allons maintenant écouter avec attention la deuxième conférence qui est donnée par M. Stanislas Berton, qui se trouve à ma droite, français catholique lorrain, entrepreneur, économiste et écrivain en particulier des ouvrages La France retrouvée et L'homme dans la cité. Donc M. Berton va nous montrer un petit peu les dessous du coronavirus, les dessous de cette dite pandémie. Elle a bon dos. C'est une opportunité que trouve la grande réinitialisation pour s'imposer. Les crises ont du bon. La Covid nous donne les avant-goûts délicieux de l'Éden davosien. Alors bonjour à tous, c'est pour moi vraiment un grand honneur et un plaisir d'être présent aujourd'hui à l'université de Civitas. Je veux tout particulièrement remercier Alain Escada pour son invitation, Jacques Mady, Carla de Condé, Shane McKenna pour l'organisation de cette université. Je remercie aussi le Père Joseph pour sa précédente conférence et pour la présentation qu'il a bien voulu faire de ma personne et de mon travail. Alors cette deuxième conférence, après ce propos introductif, est pour moi un privilège. Alors après, ça va être difficile parce que vous êtes tous un peu dans la phase de digestion et certains d'entre vous sont passés à la buvette. Donc c'est un peu un défi, il va falloir que j'arrive à vous maintenir éveillé, mais je pense que mon propos devrait vous intéresser. Alors pour commencer, eh bien, rappelons que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui, mais pas la guerre dont nous a parlé le chef de l'État avec componction lors de sa première intervention à l'occasion de la crise du coronavirus, pas la guerre du journal de 20 heures, pas la guerre en Ukraine, non, en fait ce grand reset qui a été parfaitement défini par le Père Joseph avant moi, s'inscrit dans une guerre qui est beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus large, et on pourrait même dire qu'en fait c'est très clairement de cette guerre dont parle déjà saint Paul dans l'Évangile, quand il nous dit « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés ». Parce qu'en fait, ce grand reset, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette conférence, s'inscrit en réalité dans cette guerre menée par les principautés à l'Occident et à l'Occident chrétien en particulier. Et donc il n'est pas possible de comprendre le grand reset, de comprendre la pandémie de Covid, si on ne comprend pas le contexte dans lequel tout cela s'inscrit et le contexte de cette guerre. Alors, ça a été fait en détail par l'abbé Joseph. Je vais compléter sa définition du grand reset, donc la grande remise à zéro, la grande réinitialisation. J'ai été chercher un élément sur le site même du Forum économique mondial où on nous dit qu'est-ce que c'est que la grande réinitialisation. C'est refonder rapidement, conjointement, tous les aspects de nos sociétés, de l'éducation aux conditions de travail, de la Chine aux États-Unis, tout doit être transformé. Nous devons assister à une remise à zéro du capitalisme. Donc on revoit tout à fait ce qui a été dit dans la conférence précédente, et il ne vous aura pas échappé, comme au Père Joseph, qu'on est dans ce projet totalitaire qui est toujours de remettre à zéro, de faire table rase du passé pour faire émerger un homme nouveau. Alors le thème de cette première conférence, qui est inscrit dans votre livret, c'était de montrer comment l'épidémie de coronavirus a été saisie au vol par les instances mondialistes et les instigateurs de la grande réinitialisation comme une opportunité pour favoriser son développement. Alors ce que je voudrais vous dire pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'en fait ce coronavirus et cette épidémie n'a pas été saisie au vol. Ce n'est pas un prétexte. C'est au contraire quelque chose, une politique qui s'inscrit dans un projet de très longue date, qui s'inscrit dans ce projet de guerre. Et en fait, il s'inscrit, ce grand reset, ce coronavirus s'inscrit dans cette guerre menée au peuple et dans ce projet de table rase. Et en fait, donc, c'est dans cette conférence, je vais essayer de vous montrer tout ce travail préparatoire auquel aboutit ce grand reset et cette pandémie de Covid. Et en fait, ce vortex qui est décrit dans la présentation, en fait, c'est la convergence d'un processus qui remonte à très loin et qui s'appuie sur un grand nombre de facteurs. Et donc, dans la première partie, je vais introduire
deux grands concepts fondamentaux qui vont vous aider, je pense, qui vont vous irriguer en fait toutes les interventions qui vont avoir lieu durant cette université d'été. Dans la deuxième partie, je collerai plus au thème de cette conférence en vous montrant comment le Grand Reset a été préparé, quels sont les principaux facteurs qui ont convergé pour arriver à cette situation. Et dans la dernière partie, qui sera en fait ma conclusion, qui sera beaucoup plus courte, je vous donnerai quelques pistes justement pour comment résister à ce Grand Reset. Alors pour commencer cette première partie, je voudrais vous présenter un concept qui est celui de la guerre hybride ou guerre hors limite. Alors qu'est-ce que c'est qu'une guerre hybride ou qu'une guerre hors limite? C'est un concept qui a été forgé à l'origine par des stratèges chinois à la fin des années 90, deux colonels de l'armée de l'air, qui ont écrit un livre, alors traduit en anglais à l'origine c'est Unrestricted Warfare, donc la guerre sans limite, guerre hors limite traduit en français, et c'est un ouvrage que vous pouvez trouver d'ailleurs en livre de poche. Et donc en fait, quelles sont les caractéristiques en fait, de ces guerres hors limite, dites guerres de 5e génération? En fait, quand on pense à la guerre, on pense un peu à ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire des mouvements de troupes, des soldats en uniforme qui passent une frontière, des bombardements. C'est l'image mentale qui est convoquée quand on parle de la guerre. Mais il faut bien comprendre que les guerres de 5e génération sont des guerres beaucoup plus complexes et qu'en fait, elles gardent cette dimension conventionnelle, c'est-à-dire, on le voit très bien avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, mais ce n'est qu'une partie d'une manière plus large de faire la guerre. Alors on pourrait faire une conférence entière sur la guerre hors limite, je vais me contenter ici de vous donner les principales caractéristiques. Alors déjà il faut bien comprendre qu'une guerre hors limite c'est une guerre totale, c'est-à-dire une guerre qui ne fait pas de distinction entre les civils et les militaires. C'est une guerre qui ne se déroule pas uniquement sur le plan militaire, conventionnel, kinétique, c'est une guerre qui se déploie sur de nombreux fronts. Donc on a pu le voir, on est clairement dans le cœur du sujet avec l'épidémie de Covid, sur le domaine de la santé, sur le domaine de la biologie, c'est aussi dans le domaine de la démographie, ça peut être dans le domaine de la culture, ça peut être dans le domaine du droit, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et surtout, ce que je voudrais vraiment que vous reteniez aujourd'hui et dans le cadre de cette intervention, c'est que les guerres hors limite, les guerres hybrides, sont essentiellement des guerres de l'information. C'est-à-dire que l'information est un front de la guerre, un front absolument crucial, un front qui doit être maîtrisé. Et donc c'est dans le cadre de cette guerre de l'information, je vous disais à l'instant qu'il n'y a plus de distinction entre les civils et les militaires, il faut comprendre que dans le cadre des guerres hors limite, les civils sont militarisés. Et comment sont-ils militarisés dans le cadre d'une guerre de l'information? Ils deviennent des vecteurs de la propagande et de l'ingénierie sociale. Donc quand vous êtes confronté à des gens, peut-être dans votre famille, au travail, des collègues, qui relaient la propagande du gouvernement sur les vaccins, sur l'Ukraine, sur le conspirationnisme, le complotisme, vous devez avoir conscience que vous êtes face à des gens qui ont été militarisés, leur esprit a été militarisé dans le cadre d'une guerre de l'information. Et qu'il y a des techniques extrêmement sophistiquées, tout ça a été théorisé. Je citerai au passage, par exemple, le professeur James Gordiano de l'université de West Point aux États-Unis, donc qui est l'équivalent de Saint-Cyr, pour ceux qui ne connaissent pas, qui donnait une conférence dont le titre était « Le cerveau humain sera le champ de bataille du XXIe siècle ». Donc vous vous battez aujourd'hui, c'est l'enjeu des guerres de l'information et des guerres de 5e génération, l'enjeu principal est le contrôle du cerveau humain. Donc c'est exactement ce à quoi on a assisté et c'est tout ce qui rend possible le Grand Reset qui nous a été précisé et défini il y a quelques instants. Et donc je prends toujours un peu cet exemple pour illustrer cette idée de militarisation. Je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être les plus jeunes, connaissent le film Matrix, sorti en 99. Et en fait dans Matrix, vous savez, il y a donc le héros Neo qui lutte contre les agents de la matrice et notamment l'agent Smith. Et en fait l'agent Smith a cette caractéristique, c'est qu'il peut s'incarner dans n'importe quelle personne qui est prisonnière de la Matrix. Chaque kidam qui passe dans la rue peut prendre la forme de l'agent Smith, devenir un agent du système et attaquer les rebelles. En fait, c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire vous vous opposez à la vaccination, vous remettez en cause le récit officiel sur la guerre en Ukraine, hop, l'agent Smith apparaît dans le cerveau et vous combat, et en fait la personne devient, sans s'en rendre compte, militarisée, son cerveau a été militarisé. Donc pour rester dans le thème de cette guerre, je vais vous prendre un autre exemple, peut-être plus concret, c'est par exemple l'objectif d'une guerre, ça va être de réduire la population, détruire la population d'un pays. Alors vous pouvez certes le faire à l'ancienne, c'est-à-dire en fusillant les gens, en arrivant, en les bombardant, en coupant leur eau, en détruisant leurs centrales électriques pour qu'ils meurent de froid. Vous pouvez larguer des bombes incendiaires
comme l'ont fait par exemple les Américains sur des villes françaises ou à Dresde, vous pouvez lâcher des bombes atomiques, vous pouvez faire toutes ces choses. Mais ça, c'est une façon ancienne de faire la guerre, une façon conventionnelle. Aujourd'hui, les guerres de 5e génération et ces guerres de l'information, les destructions sont beaucoup plus subtiles. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez commencer par détruire la famille. Détruire la famille, c'est détruire la cellule de base de la société. Donc vous déstabilisez la société. Vous pouvez promouvoir des politiques comme l'avortement. L'avortement, rappelons que c'est 200 000 personnes par an. Faites le calcul sur 50 ans, combien ça représente de Français en moins. Vous pouvez faire de la propagande sur le climat. Propagande qui a pour résultat qu'aujourd'hui une part assez conséquente, notamment de la jeunesse, ne veut plus faire d'enfants, ne veut plus se reproduire pour sauver la planète. Et vous pouvez enfin, et on est au cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, vous pouvez inciter les gens à s'injecter des substances qui à la fois affectent leur fertilité et qui les tuent à petit feu à travers AVC, maladies auto-immunes, etc. Et donc quand vous faites le calcul, vous êtes arrivé au même résultat qu'une guerre classique. Vous êtes arrivé à des centaines de milliers de morts, voire des millions, mais vous n'avez pas détruit votre ennemi, il s'est détruit tout seul. C'est lui-même qui s'est détruit. Et ça, vous n'avez même plus besoin de lui injecter des poisons, c'est lui-même qui va s'injecter le poison, et en plus, la manipulation est telle qu'il pense qu'il le fait pour son bien, il le fait pour ses enfants, il le fait pour sauver son grand-père, sa grand-mère. Donc vous comprenez à quel point on a poussé cet art de la guerre à un niveau de raffinement et de sophistication, et je dirais même de perversité, absolument incroyable. Et ça, c'est une clé que je vous donne ici de la guerre hors limite, c'est que c'est une guerre qui est indirecte, elle est l'application absolument stricte d'un principe central de la stratégie chinoise que l'on retrouve chez Sun Tzu et son art de la guerre, c'est le bon général a détruit ou vaincu l'adversaire avant même que celui-ci ait conscience qu'on lui ait livré bataille. Donc en fait, vous avez perdu la guerre avant même de savoir qu'on vous l'a déclarée. Donc ça, c'est extrêmement important. Et alors, il y a c'est à double tranchant. L'autre aspect de cette guerre hors limite, c'est que de ces guerres de l'information, elles s'arrêtent quand les gens ont conscience qu'elles l'auraient menée. C'est-à-dire que quand vous comprenez que tout ce que vous vivez est une opération de guerre psychologique, de guerre cognitive et de manipulation, en fait le charme est rompu. C'est-à-dire que vous sortez automatiquement de la matrice. Vous qui êtes présent aujourd'hui à Civitas, vous avez compris ce qui se passe. Ou peut-être si vous n'êtes jamais venu, vous avez quand même une démarche intérieure qui vous a poussé à essayer de comprendre ce qui vous arrive. Et donc là, vous êtes en train de sortir, vous êtes en train de gagner cette guerre de l'information. Et donc c'est pour ça que vous comprenez pourquoi le contrôle de l'information est absolument essentiel, pourquoi il faut contrôler les médias, pourquoi il faut décrédibiliser tout discours alternatif, pourquoi il faut cette concentration médiatique qui donne l'apparence d'une unanimité parce que tout le monde dit la même chose. Et donc vous comprenez que ça, ce sont des vecteurs de cette guerre hors limite où le contrôle de l'information est aussi crucial que de contrôler un dépôt de munitions ou de contrôler un régiment de chars ou même une position stratégique. Donc ça, c'est ce premier point, c'est la guerre hors limite et l'importance dans ces guerres de l'information, du contrôle de l'information et la militarisation du cerveau. Alors le deuxième principe que je voudrais vous donner ici, central, que vous allez retrouver toujours dans toutes les conférences de cette université d'été, c'est l'infiltration plutôt que l'invasion. C'est-à-dire que les guerres hors limite, les guerres que nous connaissons aujourd'hui, sont des guerres de l'infiltration. Et tout ce que nous vivons, que ce soit le Grand Reset, que ce soit le Covid, que ce soit tous les récits médiatiques sur tous les sujets, ce n'est rendu possible que parce qu'il y a eu un travail de sape sur des décennies, voire des siècles, d'infiltration, c'est-à-dire que l'ennemi ne s'est pas présenté avec un uniforme, il ne s'est pas présenté de manière identifiable, de manière visible, il est rentré progressivement à l'intérieur de notre système et il en a pris le contrôle. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est le contrôle des principaux leviers de pouvoir. Et ça, il y a un principe clé que je voudrais aussi vous donner, c'est ce qui s'appelle la révolution de couleur ou la révolution colorée. Alors qu'est-ce que c'est une révolution de couleur ou une révolution colorée? C'est le changement de régime, toujours sous des prétextes positifs, avenants, ou alors on dit c'est toujours pour la démocratie, pour le peuple, pour, comme on l'a expliqué, pour sauver la planète. C'est toujours emballé dans un paquet cadeau positif. Et donc, c'est donner l'illusion d'une révolution populaire, mais en fait, en réalité, contrôlée en sous-main par des intérêts toujours très clairs et très bien définis. En fait, le Grand Reset, c'est à l'échelle de la planète une immense révolution de couleurs qui a eu des déclinaisons, et je pense que si vous avez
suivi ce que je viens de vous expliquer, vous aurez compris par exemple que la Révolution française était la première révolution de couleur. Et d'ailleurs je crois, je cite de tête, ça peut être erroné, que Lénine avait dit par exemple que la Révolution française a été la matrice de toutes les révolutions qui ont suivi. Donc c'est une révolution de couleur. La révolution bolchevique de 1917 a été une révolution de couleur, mai 68 a été une révolution de couleur, la révolution de 2014 Euromaïdan en Ukraine a été une révolution de couleur, les printemps arabes ont été des révolutions de couleur. Vous avez toujours, et ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est très important de le comprendre, parce que Satan est le singe de Dieu. Satan est stérile, Satan ne s'est pas créé. Satan utilise toujours les mêmes techniques. Et donc une fois que vous avez compris comment Satan fonctionne et Satan et ses agents fonctionnent, ils utilisent toujours le même mode opératoire. Vous voyez, du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même processus quand il s'agit de faire une révolution de couleur. Et ça a été très bien identifié par un transfuge du KGB qui s'appelait Yuri Bezmenov, qui a dit une révolution de couleur suit toujours 4 phases qui se succèdent. C'est démoralisation, déstabilisation, crise. Donc la crise, c'est au moment où les choses se cristallisent, c'est le 14 juillet en France, c'est mai 68, il fallait barricade en soir de mai, donc crise, et dernière étape, normalisation. La normalisation, c'est quand on change de régime, c'est-à-dire on passe par exemple de la monarchie à la République, on passe d'un régime par exemple plutôt pro-russe en Ukraine à un régime otanien. Donc il y a toujours ce moment de basculement, mais qui a été préparé par ce travail donc de démoralisation et de déstabilisation. Donc je répète vraiment ce principe, c'est l'infiltration plutôt que l'invasion. Et pour en donner 2 exemples concrets pour s'éloigner un petit peu de la théorie, par exemple, il y a un des processus, ça a été très bien montré par le rapport Pupinck, qui est sorti je crois en 2021, c'est la prise de contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme par George Soros et son Open Society. Donc le rapport Pupinck a montré que George Soros, à travers ses ONG, a pris le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme qui donne la jurisprudence pour l'ensemble de l'Union européenne. Comment il l'a fait? De façon extrêmement simple, extrêmement habile, il faut bien le reconnaître. C'est de créer des ONG dans les différents pays de l'Union, de prendre les dirigeants, donc qui sont entièrement à sa botte et entièrement acquis à l'agenda mondialiste, progressiste, etc., et de les faire nommer magistrats à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'est quelque chose qui est permis. Ce ne sont pas des magistrats professionnels, des juristes, etc., ça peut être des dirigeants d'ONG. Et comme ça, Soros obtient une majorité. Et Soros décide de la jurisprudence dans l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est un très bon investissement en plus, parce qu'il a financé peut-être 20 ONG, ça lui a coûté quelques millions de dollars ou d'euros, il a formé une vingtaine de personnes, 20-25, et avec ces 25 personnes, il arrive à contribuer à contrôler la jurisprudence dans un ensemble de population de plus de 400 millions de personnes. Donc ça, c'est l'habileté de cette guerre de l'infiltration plutôt que l'invasion. Et pour terminer sur ce point, on retrouve toujours bien sûr notre cher Klaus Schwab, qui est incontournable, qui expliquait en 2017 devant la Kennedy School de Harvard, donc qui est l'équivalent de Sciences Po, c'est le Sciences Po mondialiste, hein, c'est là où tous ceux qui veulent être dans la haute fonction publique, dans les instances internationales vont se former. Sans se cacher, il disait en 2017 filmé, même pas en caméra cachée ou quoi que ce soit, il disait, eh bien écoutez, et j'emploie ces mots de façon très précise, les siens, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète. Et il dit, vous prenez Macron, vous prenez Trudeau, vous prenez Merkel, ce sont des hommes à nous. Il dit, hier soir, j'étais à l'ambassade d'Argentine à Washington, il y avait la moitié du gouvernement argentin, c'était des hommes à nous. Donc vraiment ce processus d'infiltration. Et donc, pour terminer cette première partie, très important de comprendre que le grand reset et la grande réinitialisation ne peuvent pas avoir lieu s'il y a ce travail de sape préalable de placer les hommes à des postes clés, donc dans les médias, dans la haute fonction publique, dans les agences de santé, parmi les chercheurs, parmi les universitaires, dans les instances internationales, parce qu'il faut que tous ces gens soient coordonnés et agissent de concert, et vous le voyez qu'en plus, c'est pas seulement à l'échelle d'un pays, c'est au niveau mondial. Là, on en a fait la démonstration, le grand reset et la grande réinitialisation et la pandémie de Covid ont été mis en place au niveau mondial avec des gens qui ont eu les mêmes éléments de langage, les mêmes politiques dans tous les pays de la planète. Donc c'est pour bien comprendre que ce travail-là de subversion, il a été mené de manière extrêmement méthodique, il a été mené avec un esprit de travail dans le temps long, et aujourd'hui, nous sommes clairement dans ce vortex, dans cette convergence qui a été rendue possible. Donc c'était, pour cette première partie, vous donner les concepts fondamentaux. Donc d'un côté, guerre hors limite, guerre de l'information, guerre indirecte par des moyens indirects, et de l'autre côté,
l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion des institutions par des agents mondialistes qui permettent d'aboutir au Grand Reset. Donc ce qui m'amène à la deuxième partie de mon intervention, c'est justement les facteurs qui ont préparé, qui ont rendu possible ce Grand Reset. Donc là je vous ai donné deux grands concepts, maintenant on va rentrer dans quelque chose de plus opérationnel. Donc ça a été un peu esquissé par le père Joseph, mais ça va être, je vais parler vraiment d'autres choses. Ce sont les facteurs idéologiques, puisque comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose, un projet qui remonte de très longue date. Et en fait, ça serait une erreur de croire que, en fait, Klaus Schwab s'est réveillé un matin, même dans les années 70, ou tout fils de son père qu'il est, ou même dans les années 50 ou dans les années 30. En fait, vous vous rendez compte quand vous travaillez sur ce sujet que la grande réinitialisation et ce projet, en fait, remonte à très très loin. Et il remonte, alors on pourrait même le faire remonter encore beaucoup plus loin pour des raisons de concision, je vais me limiter au 19e siècle, mais c'est là où les choses sérieuses commencent vraiment. Donc vous avez plusieurs choses qui arrivent au 19e. Vous avez par exemple le malthusianisme. Donc si vous ne savez pas ce que c'est Thomas Malthus qui est un pasteur et en fait qui arrive à la conclusion qu'il y a trop de gens sur la planète. Et il explique qu'en fait il y a une population qui augmente de façon exponentielle, alors que la croissance des moyens de subsistance, et notamment l'agriculture à l'époque, ne croît pas de manière exponentielle. Donc on va avoir un problème de ressources. Et là, il y a ces premières idées qui commencent à arriver, qu'en fait, il faudrait peut-être commencer à gérer le cheptel humain et en fait à gérer la population et éviter qu'il y ait trop de monde et qu'il y ait trop de bouches inutiles à nourrir. Donc ça, c'est lié, comme ça a été très bien dit par le père Joseph, c'est lié avec des choses comme l'eugénisme, puisque dès qu'on commence à rentrer dans cette logique, on se dit il y a trop de gens, bon, il faudrait en supprimer, alors lesquels? Et là, on commence à se dire quelles seraient les caractéristiques, quel serait le type de personnes qu'on a envie d'aider à survivre, à se reproduire, et quelles sont celles qui finalement il faudrait éliminer. Donc quand vous commencez à mettre le doigt dans cet engrenage, voilà où ça vous amène. Donc il y a vraiment de l'eugénisme qui est très présent et qui commence à s'affirmer de manière très publique à partir du 19e. Même si on en trouve déjà la trace, par exemple vous lisez Jonathan Swift, il y a Modeste Proposition, et en fait il explique qu'il faut manger les bébés irlandais parce qu'ils se reproduisent trop, les Irlandais sont trop nombreux, et il faut trouver une solution à ça. Enfin, c'est fait avec beaucoup d'humour noir, mais l'idée est déjà là. Et donc, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, c'est la société fabienne. La société fabienne, c'est quelque chose qui est créé au 19e siècle. Alors déjà, pour vous, la couleur est annoncée déjà dès le départ, le symbole originel, ils ont changé après, mais le symbole originel de la société fabienne, c'était un agneau, un loup déguisé en agneau. C'était leur logo, hein. Je veux dire, on ne peut pas être plus clair. Et alors en fait, c'est eux qui ont inventé ce qu'on appelle le socialisme technocratique. Alors qu'est-ce que c'est le socialisme technocratique? Alors vraiment pour résumer, c'est en fait l'idée que vous allez avoir une collectivisation des moyens de production et de la société, notamment l'abolition de la société privée, et technocratique. Pourquoi? Parce que tout va être géré de façon rationnelle, rationalisée, avec des principes au départ qui sont managériaux, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le Fordisme et dans le Taylorisme, mais aujourd'hui on est dans l'aboutissement de ça, c'est-à-dire une surveillance généralisée, puçage, flicage, surveillance partout, on sait tout ce que vous faites, et en fait ça c'est déjà en germe, c'est-à-dire qu'en fait Klaus Schwab c'est juste un avatar moderne de la société fabienne, il n'a rien inventé Klaus Schwab, et même Harari en fait qu'on présente comme des génies, c'est juste des gens qui réactualisent pour le public du 21e siècle des idées qui remontent, qui sont déjà telles quelles dès le 19e. C'est juste, et je vais vous l'expliquer un peu après dans quelques instants, c'est juste qu'à l'époque ils n'avaient pas les moyens techniques, notamment les moyens informatiques et numériques, de mettre en place ce système-là. Donc ça, c'est un point qui est très important de comprendre, c'est que ce projet-là du Forum économique mondial de Klaus Schwab, en fait il existe déjà depuis très longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau. Et donc il y a des liens, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque ça a été fait, avec notamment le nazisme, hein, il y a toujours cette idée de suprémacisme, c'est-à-dire, comme écrivait George Orwell, tous les êtres humains sont égaux mais certains sont plus égaux que d'autres. C'est vraiment cette idée, c'est qu'il y a une élite éclairée qui est là pour guider le troupeau, parce qu'elle sait, elle a les moyens de savoir, et il y a le reste qui doit être géré comme du bétail, et en fait le bétail, on enlève plus ou moins de têtes de cheptel, selon les besoins, selon les ressources, on choisit les caractéristiques qu'on veut développer selon les besoins. Donc c'est exactement ça, donc il y a le lien bien sûr avec l'occultisme, avec le nazisme, et toutes ces personnes ont en commun, et ça ne vous aura pas échappé, une détestation du christianisme, une haine absolue notamment du catholicisme, et notamment le refus de reconnaître le Christ comme Messie, ce qui aura des conséquences, et ça je pense que ça sera largement développé par Monseigneur Vigano, parce qu'eux sont toujours dans cette espérance messianique.
Et donc, en fait, si on reprend les facteurs idéologiques qui préparent ce grand reset, c'est l'idée bien sûr de l'homme qui se prend pour Dieu, et c'est surtout l'idée de Satan qui est le libérateur de l'homme. Ça, c'est très très important, ça se retrouve dès le début, c'est-à-dire que ces personnes qui sont les architectes de longue date du nouvel ordre mondial et du mondialisme sont convaincus qu'en fait, nous, catholiques, en fait, nous sommes des gros imbéciles, parce qu'en fait, nous vénérons pas le bon Dieu, c'est-à-dire nous vénérons un Dieu qui nous cache la connaissance, et que eux, adorant Satan, ils vont accéder à la connaissance. Donc c'est une inversion complète en fait du récit de la Genèse. Donc ça, il faut comprendre qu'il y a ce facteur idéologique, c'est qu'on ne peut pas comprendre, c'est pas juste ils sont fous, bon bien sûr ils sont fous, mais il n'y a pas que ça, c'est qu'ils ont inversé complètement la révélation divine. Donc ça c'est le premier point, ce sont les grands facteurs idéologiques. Alors ensuite, le deuxième point qui prépare et qui permet le grand reset, c'est la destruction des nations. Ça, c'est très important et ça a été très bien expliqué aussi par le Père Joseph. Il faut comprendre qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a cette mise en place d'un véritable projet de destruction des souverainetés nationales, et cela passe essentiellement par la création d'institutions supranationales. Donc là, vous connaissez, c'est un véritable alphabet d'acronymes, c'est UE, OMS, ONU, UNESCO, OMC, enfin, et d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous commencez à creuser la généalogie de ces institutions, eh bien vous vous rendez compte qu'elles, en fait, elles sont, dès leur création, dès leur origine, elles sont dirigées par des eugénistes, par des mondialistes qu'on retrouve dès le 19e. Par exemple, je vais prendre quelques exemples. L'UNESCO, qui est créé, je crois, en 1946 ou en 1947, c'est Julien Huxley, le frère, il est de la famille de Aldous Huxley, celui qui a écrit Le meilleur des mondes, et c'est un eugéniste notoire qui s'est exprimé publiquement sur l'importance de l'eugénisme. C'est le premier directeur de l'UNESCO. Vous prenez l'OMS, le premier directeur de l'OMS, j'ai oublié son nom, c'est un Canadien, c'est un médecin canadien qui, pareil, a des prises de position très claires sur l'eugénisme. Donc vous comprenez qu'en fait, il y a un grignotage à partir de la Seconde Guerre mondiale, enfin de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des souverainetés des États par le haut, c'est-à-dire on crée ces organisations supranationales et on va petit à petit enlever des compétences aux États théoriquement souverains pour les transférer à ces institutions qui sont complètement noyautées dès l'origine par les mondialistes. Alors là, ils n'ont même pas pris le temps, comme ils l'ont fait dans les pays, de vraiment faire un travail de ça, puis ils ont créé quelque chose sur mesure, vraiment fait pour eux. Et donc ça a été accompagné par le droit, puisque je pense que certains conférenciers vont revenir sur ce point, mais il y a aussi le droit qui a accompagné ce mouvement, c'est-à-dire une perte du droit qui devient de plus en plus non pas un droit national, mais un droit supranational. Et aujourd'hui, on le voit que les États sont de plus en plus pieds et poings liés, puisqu'en fait, ils n'ont plus la compétence juridique, la compétence passe à des institutions supranationales. On l'a vu par exemple avec l'OMS dans le cas de la crise du Covid. Et donc, pour terminer sur ce point, il y a bien sûr le rôle de ces institutions, il y a le rôle du droit, mais il y a aussi le rôle des entreprises et des ONG. Donc par exemple, les ONG, la plus connue, c'est la Bill et Melinda Gates Foundation, la fondation de Bill Gates. Vous avez la Global Vaccine Alliance, Gavi, qui est aussi financée par Gates, mais vous avez aussi l'Open Society de George Soros. En fait, c'est une espèce de tenaille, c'est-à-dire d'un côté, vous avez des institutions supranationales, transnationales, et de l'autre côté, vous avez des entreprises multinationales et des ONG qui agissent à l'échelle de la planète entière. Donc en fait, les États deviennent de plus en plus impuissants. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on le voit très clairement comment cela prépare la grande réinitialisation et l'épidémie de Covid, puisque c'est justement parce qu'il y a cette souveraineté des États qui a été sapée qu'on peut mettre en place à l'échelle de la planète en même temps toutes ces politiques. Alors, je n'aurai pas le temps de développer ce point malheureusement, mais il faut aussi comprendre que cette perte de souveraineté, elle passe aussi par le contrôle économique et financier. C'est-à-dire qu'il y a le contrôle des banques centrales, il y a le contrôle de la monnaie, il y a le contrôle de la finance, et que ça permet aussi que les États soient pieds et poings liés et perdent des marges de manœuvre. Et c'est comme ça, notamment, qu'ils ont piégé les États, puisqu'ils les ont rendus de plus en plus dépendants. Et aujourd'hui, c'est vraiment le chantage, c'est-à-dire, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on remonte d'un point les taux d'intérêt et vous avez le chaos chez vous. Et en fait, vous serez les premières victimes, parce que ce n'est pas notre tête que les gens viendront chercher parce qu'ils ne nous connaissent pas, ça sera vous, dirigeants, que tout le monde connaît. Donc c'est un chantage aussi qu'ils font aux dirigeants, sans parler de leurs moyens d'action plus directs, puisqu'ils ne se gênent pas pour assassiner, pour calomnier dans la presse, organiser des véritables mises à mort médiatiques. Donc ils ont tout un échantillon de moyens pour faire pression sur les gouvernements. Alors quand même, il faut quand même avoir une note d'espoir.
c'est que tous les États n'ont pas été sensibles à ça. Donc il y a des États qui sont complètement tombés, hein, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, comme le Canada, l'Australie. Il y a des pays qui résistent, il y a notamment la Russie, depuis très longtemps. Il y a des pays comme la Chine où c'est beaucoup plus compliqué, il faudrait faire une conférence entière sur la Chine parce que c'est très complexe. Il y a aussi une partie des États-Unis, notamment toute cette Amérique qui a voté pour Trump. Donc il y a encore des pôles de résistance. C'est-à-dire par exemple dans un pays comme la France, on a des résistants, on est bien placé ici pour le voir, mais il n'y a pas de résistance à l'échelle d'un État. Mais un pays comme la Russie et des pays comme la Chine sont dans une logique de résistance nationale avec des nuances et des spécificités et énormément de complexité. Je pourrais peut-être répondre à des questions sur ce point, peut-être à la fin si on a encore du temps. Donc un autre point que je voudrais évoquer qui prépare justement ce grand reset, c'est la dimension technique. Parce que comme vous l'aurez compris, les mondialistes ne jurent que par la raison, que par la science, et donc ils sont la technique est leur meilleur allié dans leur projet de grand reset. Et donc, ce projet est en germe depuis le 19e, mais comme je vous le disais il y a quelques instants, en fait, il n'avait pas les moyens techniques. Alors, je vais pareil dresser un panorama, ça sera un peu frustrant parce que je ne pourrai pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner quelques éléments techniques qui ont permis ce grand reset. Donc, par exemple, il y a eu ce travail sur le séquençage du génome, qui a commencé à peu près dans les années 2000, fin 99, début 2000, et aujourd'hui, il y a eu par exemple un outil qui s'appelle l'outil CRISPR, que peut-être certains connaissent, qui en fait, pour un peu vulgariser, c'est un peu comme des ciseaux, ça a été présenté comme des ciseaux qui permettent de couper des rubans et un peu de modifier des gènes selon un peu ce qu'on veut faire. Alors avec quand même une nuance, c'est qu'on comprend comment individuellement chaque gène fonctionne, mais on ne comprend pas forcément l'interaction, parce qu'en fait la complexité elle vient de l'interaction entre des milliards de combinaisons possibles. Mais en tout cas, ils savent aujourd'hui, notamment avec ce système CRISPR, identifier des séquences bien précises et jouer aux apprentis sorciers avec ça. Et c'est un outil vraiment très puissant. Après, vous avez tous les travaux sur la biologie, sur la bactériologie. Alors ça a été mené notamment dans des labos qui ont été mis sur le devant de la scène avec la crise du Covid. Et vous avez, alors aux États-Unis, il y a tout un énorme complexe, parce qu'on parle du complexe militaro-industriel, il faudrait parler du complexe bactériologico-industriel, qui est titanesque. Alors il y a des tas d'instituts, il y a notamment le NIH, National Institute of Health, à la tête duquel on retrouve l'inénarrable Dr Fauci, que beaucoup d'entre vous connaissent. On retrouve, il y a aussi, alors je ne vais pas vous dire tous les acronymes en anglais parce qu'on va s'y perdre, mais c'est l'Institut national pour la recherche pour les maladies infectieuses. Il y a des agences du Pentagone comme la DTRA, c'est l'agence pour la réduction des menaces. Il y a énormément, il y a tout un palanquet d'agences qui travaillent sur ces sujets biologiques. Donc c'est notamment le gain de fonction. Alors le gain de fonction, qu'est-ce que c'est? Le gain de fonction, c'est présenté comme quelque chose, mieux comprendre la transmission, etc. En fait, en réalité, c'est de la recherche sur des armes bactériologiques et surtout des armes bactériologiques dont l'emploi peut être nié. C'est-à-dire, comme ce qu'on l'a vu avec l'épidémie de Covid, c'est des armes bactériologiques dont on peut faire croire qu'elles se produisent naturellement et notamment via la transmission animale. Donc Fauci, quand vous creusez le sujet, vous le retrouvez, il est dans tous les mauvais coups depuis les années 80. Donc il est déjà à la manœuvre, c'est lui qui gère déjà l'épidémie de sida aux États-Unis dans les années 80, on le retrouve vraiment sur tout. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une dimension centrale parce que la guerre en Ukraine a eu le mérite de faire ressortir, grâce à l'action des Russes, tous ces travaux, parce que l'Ukraine, avec tous les autres aspects qu'il y a dans ce pays, c'était quand même la plaque tournante, c'est là où les États-Unis ont externalisé une grande partie à partir de 2005, de la révolution orange de 2004, ils ont externalisé en Ukraine avec l'accord Nunn-Legar une grande partie de leurs travaux qui étaient menés aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y a plus de 40 labos reconnus officiellement par le gouvernement américain, des laboratoires bactériologiques en Ukraine, avec des recherches, si vous creusez un peu le sujet, qui vous feront froid dans le dos. Donc je fais au passage une petite parenthèse. Aujourd'hui, grâce à ces éléments, on a une idée assez claire de ce qui s'est vraiment passé avec le Covid. Donc je vous le résume en une minute, comme ça vous aurez l'info. C'est conçu aux États-Unis, notamment à l'université de Chapel Hill en Caroline du Nord par le Rav Barik. C'est ensuite produit et testé, test de masse en Ukraine avec des entreprises comme Metabiota, qui est lié à Hunter Biden, au fils de Joe Biden. Vous avez l'entreprise Labyrinth Global Health,
qui est aussi une entreprise de biotechnologie avec des tas de liens avec l'État profond. Et vous avez Black & Veatch, qui est une entreprise encore un peu plus secrète, sur laquelle on n'a pas énormément d'infos, mais c'est les 3 noms qui ressortent à chaque fois. Et tout ce que je vous dis peut être parfaitement identifié, parce qu'on a les sources de financement, on a les dons, les bourses accordées par le gouvernement fédéral. Donc on a vraiment je dirais une piste bureaucratique de financement qui identifie parfaitement que ces recherches ont été menées en Ukraine sur les Covid. Et donc on a à la fin la Chine qui est à la fois un centre de distribution, mais qui est aussi un moyen de faire porter le chapeau aux Chinois. Encore dans ces guerres entre le mondialisme et la Chine, c'est un sujet très compliqué, mais en tout cas la Chine, pourquoi les médias ont mis l'accent sur Wuhan, c'est en grande partie pour faire porter le chapeau aux Chinois et pour détourner l'attention de tout ce qui s'est passé en Ukraine. Ça ne veut pas dire que les Chinois sont totalement blancs dans cette histoire, mais en tout cas l'accent a été mis sur Wuhan pour détourner l'attention de la responsabilité des États-Unis et de l'Ukraine. Donc tout ça, ce qui est diabolique pour finir sur ce sujet des biotechnologies, c'est que tout ça est financé en grande partie par les impôts des contribuables américains, parce qu'en fait, ça a été parfaitement ça montré, c'est un circuit de financement diabolique, c'est-à-dire c'est l'argent des contribuables qui passe par des agences fédérales, qui vont vers des ONG, des entreprises, etc., qui vont dans des pays où on est moins regardant sur l'éthique, où le Congrès américain n'a pas trop de regard comme l'Ukraine, et en fait ça lessive tout ça, et après c'est testé dans les pays du tiers-monde, où là les gens peuvent mourir par centaines, par dizaines, personne ne va trop y regarder, et surtout pas les médias, qui sont pourtant prompts à s'indigner dès qu'il y a un mort de quelqu'un qui est, je dirais, qui est la bonne population qu'on veut mettre en avant. Pardon. Excusez-moi. Alors attends, je bois un petit peu d'eau. C'est bon, merci. Donc, pour finir sur la nanotechnologie, je voudrais parler de ça un petit peu. Vous avez tout ce qui s'appelle les interfaces cerveau-machine. Alors, là, il y a le nom de Charles Lieber qui ressort énormément, qui est un chercheur américain. Et donc, en fait, là, on se retrouve complètement avec ce qu'expliquait le père Joseph, qui est l'idée d'homme augmenté. C'est-à-dire, on retrouve vraiment ça, et c'est ce que dit Klaus Schwab en 2016, puisqu'il parle de la fusion du biologique, du numérique et du médical. Donc on est vraiment dans ce projet d'homme augmenté, d'homme qui cherche à prendre la place de Dieu. Et alors, je voudrais dire sur ce point qu'il y a vraiment un manque de formation scientifique, notamment de la part des décideurs politiques, qui ne comprennent pas l'état d'avancée de la technologie et de la science mondialiste. On est sur des technologies extrêmement avancées. Vous avez là, ils sont vraiment en capacité technique de travailler sur le rajeunissement des cellules, de travailler sur le contrôle de la pensée et des émotions. Ils sont en capacité même, et leur objectif, parce que leur objectif ultime, c'est de mettre un terme à la mort. Et c'est de détacher plus généralement l'humanité de toutes ces contraintes, mais la mort est pour eux la contrainte ultime. Et donc, je terminerai sur ça, c'est que je parlais des nanotechnologies. Il faut savoir que par exemple Charles Lieber travaillait sur ce qui est les nanotechnologies injectables, et notamment les nanotechnologies qui permettent de passer la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire des technologies qui permettent de traverser, d'agir directement sur le cerveau, et en fait de créer ce qu'ils appellent des espèces de mantilles de nanotechnologie où vous avez la capacité d'influer directement sur les zones du cerveau qui contrôlent certaines émotions et qui contrôlent certaines pensées. Et donc vous comprenez mieux le sens de la phrase, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Vous serez heureux pourquoi? Parce qu'on aura la capacité de vous rendre heureux de gré ou de force grâce à ces technologies. Et ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des choses qui existent, ce sont des choses sur lesquelles ces gens-là travaillent depuis des années. Et donc pour terminer cette deuxième partie, je voudrais vous parler de ce qui prépare aussi ce grand reset. C'est l'ingénierie sociale. Je ne vais pas développer puisque ça sera présenté dans une conférence qui aura lieu demain. C'est toute cette propagande médiatique et culturelle. Et donc l'ingénierie sociale, qu'est-ce que c'est? C'est la modification furtive du comportement. Donc c'est vous amener à adopter certaines attitudes, certains comportements, sans que vous vous en rendiez compte. Il faut avoir conscience qu'il y a énormément les gouvernements ont
je dirais, des groupes de travail, de réflexion qui travaillent là-dessus sur comment manipuler la conscience des individus, la conscience des citoyens pour agir. C'est ce qu'ils appellent le nudge. Nudge en anglais, c'est donner un coup de coude à quelqu'un pour le pousser sur le côté. Donc, et tout ça a été rendu possible par notamment l'arrivée de la télévision dans les foyers. La télévision a été une énorme entrée, c'est-à-dire c'est presque en fait l'autel de la nouvelle religion, c'est-à-dire vous avez un autel dans chaque foyer et Robert Putnam par exemple, un grand sociologue américain, a parfaitement montré comment ça a eu pour conséquence une uniformisation du discours, puisque vous avez chaque famille qui autrefois était relativement autonome, en fait se retrouve avec le même discours qui arrive directement dans son salon. Au passage, ça sape l'autorité du père de famille, puisque le père de famille n'est plus l'autorité de référence qui détient la connaissance, il est contesté par les têtes qui parlent dans la petite boîte. Et vous avez aussi la destruction de la vie sociale, puisque autrefois les gens allaient les uns chez les autres, jouaient du piano ensemble, faisaient des jeux de société, il y avait une vraie vie de famille, une vraie vie de quartier. Tout ça, Putnam l'a montré, est détruit par la télévision. Et ensuite vous avez donc cette arrivée des médias de masse au sein des foyers, et vous avez aussi cette programmation prédictive par les médias. Donc là pareil, je ne vais pas développer, mais en fait on vous présente soit des comportements, soit un avenir qui est présenté comme inéluctable, et soit on le normalise, soit on le montre comme inéluctable. Donc c'est tous les films de science-fiction qui vous montrent que dans le futur il y aura un gouvernement mondial, les séries télé qui vous montrent que la famille recomposée c'est la nouvelle norme, et puis avoir 3 enfants trans et un migrant chez soi c'est vraiment génial, il faudrait que tout le monde ait ça. Et c'est comme ça en fait qu'on vous programme. C'est vraiment cette ingénierie sociale où en fait ça fait partie d'un espèce de bain culturel dans lequel vous êtes plongé et vous n'en avez même plus conscience, c'est-à-dire c'est une création de la nouvelle norme. Donc tout ça, en fait, toutes ces techniques convergent et on arrive en fait exactement à ce qui a été décrit, à cette fabrique du consentement, à le relais de la peur. Et vous comprendrez que sans les médias de masse, sans cette concentration des médias, sans cette présence des médias au sein des foyers, en fait, on n'a pas de grand reset, on n'a pas de Covid, puisque c'est absolument central que chaque foyer soit baigné dans ce projet mondialiste, cette ingénierie sociale et cette propagande. Donc bien sûr, bon, je pense que à peu près tout le monde ici en est conscient que les médias sont vraiment la branche propagande du système mondialiste. C'est vraiment, et si vous creusez, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des liens très étroits entre les agences de renseignement et les grands conglomérats médiatiques. Et notamment, si vous voulez creuser le sujet, il y a quelque chose qui s'appelle l'opération Mockingbird, qui a été mis en place dans les années 50. Et c'est en fait c'est la coopération entre la CIA et les grandes agences médiatiques. Alors on nous jure la main sur le cœur que tout ça s'est arrêté dans les années 60-70. En fait, on sait très bien que ça continue sous une autre forme et qu'il y a des liens très étroits entre les grandes écoles qui forment l'élite journalistique et les agences de renseignement qui sont elles-mêmes liées au mondialisme. Donc pour finir sur cette deuxième partie, je voudrais quand même dire un mot, parce que, et ça, là, Monseigneur Vigano va vraiment creuser le sujet. Pour arriver quand même au grand reset, pour préparer ces grandes réinitialisations, il fallait quand même détruire Dieu et détruire la foi chrétienne et catholique en particulier, parce que le mondialisme, en effet, est une religion. J'ai plus perdu le micro au moment du sujet qui... c'est un souci. Ah, est-ce qu'on vient de temps? 10 minutes. Ah, c'est bon. 1, 2, voilà, c'est revenu. Donc vous voyez, c'est quand même étrange. Au moment où je dis que le mondialisme est une religion, c'est là où le micro se coupe. Est-ce qu'il y a de la censure chez Civitas aussi? Et donc non, c'est vraiment une religion messianique, eschatologique. Bon, vous aurez bien compris que le Covid est une religion avec ses dogmes, ses rituels, ses hérétiques, ses apôtres, ses exclus, hein, ses intouchables. Et je reviens sur ce qui a été dit bien sûr par l'abbé Joseph, par le père Joseph. L'idée c'est qu'en fait dans cette religion il y a les élus, ceux qui vont être semblables aux dieux, qui vont devenir des hommes-dieux, ça c'est toujours ce thème qui revient, les initiés, et les autres qui seront le bétail humain qu'on pourra gérer à sa convenance. Et donc, si je devais résumer un petit peu toute cette deuxième partie en fait en une phrase, c'est que pour préparer le grand reset, pour aboutir au grand reset, en fait il fallait détruire Dieu pour détruire les nations, pour détruire les peuples et pour enfin détruire l'homme.
Parce que l'objectif final, c'est de détruire l'homme. Satan est homicide, Satan déteste l'homme, donc son objectif final, en dépit de toutes les promesses qu'il peut faire, et notamment aux mondialistes, c'est que son objectif, c'est de détruire l'homme. Donc en fait, nous sommes au cœur de cette guerre de religion, et en fait, donc le transhumanisme et ce projet luciférien, en fait, c'est son objectif spirituel. Vous avez le progressisme, qui est son application sociale et culturelle, et vous avez la grande réinitialisation, qui est son application politique, et vous avez la crise de Covid, qui est en effet le catalyseur, qui est un des moyens, mais pas le seul, parce qu'il y a aussi la crise climatique qu'on nous prépare aussi depuis des années, en fait, qui est un moyen utilisé pour le préparer. Et donc là, je voudrais quand même insister sur ce point qui est sûrement très bien compris à Civitas, mais pas souvent dans le reste de la résistance, c'est qu'on ne combat pas un projet religieux avec un projet politique. Il faut se situer sur le bon plan, on combat ce projet religieux mondialiste avec la religion, pas par la politique. Et ça, il faut le dire aux gens autour de nous qui sont dans la résistance, qui ont du mal à comprendre ça et qui ont surtout du mal souvent à comprendre que le catholicisme est la seule solution pour combattre le projet mondialiste. Donc pour terminer cette conférence, je voudrais terminer par une conclusion qui est aussi une manière concrète de vous dire, après je vous ai dit quand même des choses assez dures, assez négatives, je vous ai montré ce travail de préparation, de sape de longue date, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut résister, on peut lutter contre ce grand reset, mais à condition d'agir intelligemment et efficacement dans ce combat vraiment eschatologique, biblique. Il y a déjà une alliance antimondialiste qui existe, je pense que Monseigneur Vigano vous en parlera, puisqu'il a appelé à la constitution d'une telle alliance. Moi-même, il y a quelques semaines, j'ai fait une intervention sur TV Liberté où j'explique comment le Grand Reset est mis en échec. Donc si c'est un thème qui vous intéresse, je vous invite à consulter cette interview. Mais pour autant, même si le Grand Reset et la grande réinitialisation est contestée, combattue, le Christ a besoin de soldats, il a besoin de soldats de vérité, de soldats de justice. Moi j'aime beaucoup cette phrase de Charles Péguy qui dit « Tout chrétien aujourd'hui est un soldat du Christ, il n'y a plus de chrétiens tranquilles ». Donc il faut être ces soldats du Christ, et pour gagner une guerre, eh bien, il faut que ces soldats soient bien formés. Et notamment dans cette guerre de l'information, il est important de comprendre comment fonctionnent nos adversaires, c'est-à-dire de comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent, comment ils pensent, d'où ils viennent, quels sont leurs véritables objectifs, et ça c'est ce qui vous sera expliqué dans la prochaine conférence. Et surtout, je voudrais vous avertir sur le danger de l'opposition contrôlée, parce que ça fait plusieurs années que je travaille sur le mondialisme. Je suis arrivé à la conclusion que le diable est extrêmement retors et l'ennemi le plus dangereux, c'est pas celui qui se désigne comme un ennemi, comme Klaus Schwab, comme George Soros, comme Bill Gates, où vous savez, ils vous disent ce qu'ils vont vous faire. L'ennemi le plus dangereux, c'est l'ennemi qui se fait passer pour un ami et qui parfois vous dit des choses que vous voulez entendre, qui vous donne l'impression que vous combattez, qu'il combat le nouvel ordre mondial, qu'il combat la grande réinitialisation, mais qui au moment crucial va tourner Kazakh et va vous planter le couteau dans le dos. Et ça s'est vu par exemple aux États-Unis, c'est ça qui m'a alerté là-dessus, avec ce qui s'est passé sur la fraude électorale, où il y a plein d'associations de soi-disant patriotes qui se sont constituées, qui ont soi-disant récupéré des données, on va voir ce qu'on allait voir dans chaque comté, dans chaque État, et en fait les preuves n'ont jamais été amenées devant des tribunaux, et toutes ces organisations, après avoir pris l'argent et le temps de militants de bonne volonté, se sont dispersées dans la nature. Donc je vous dis, faites preuve de discernement. Il y a cette phrase de l'Évangile qui vous dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent avec vous en vêtements de brebis, mais ce sont des loups féroces. » Il faut faire preuve de discernement, et le même Évangile nous dit « Il viendra beaucoup de faux prophètes et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc gardez-vous des faux prophètes. Moi j'ai écrit un article qui s'appelle « De l'opposition contrôlée » qui est sur mon site et qui sera en version papier dans mon prochain livre, où je donne justement un peu une grille d'analyse pour éventuellement pour détecter certains signes qui peuvent nous pousser à croire qu'une personne est de l'opposition contrôlée. Donc ça vaut pas, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, parce que ça c'est l'excès inverse, c'est ce qui s'appelait la bleuite à un moment dans l'histoire militaire, de voir des ennemis partout. Il y a des gens de bonne foi, il y a des vrais résistants, mais il faut faire preuve de discernement, il ne faut pas donner sa confiance aveuglément. Parce que les mondialistes sont extrêmement retors et ont développé des moyens extrêmement sophistiqués d'infiltrer et de retourner les gens et de créer justement cette opposition contrôlée. Alors pour finir, je voudrais terminer par deux choses concrètes, c'est comment on peut lutter contre le nouvel ordre mondial. Je dis toujours c'est par le haut et par le bas. Donc il y a deux possibilités. Par le bas, c'est agir au niveau local.
Alors c'est faire ce que vous faites dans les sections de Civitas, c'est faire des pèlerinages, c'est coller des affiches, c'est participer à des manifestations, c'est très important. Moi je pense qu'il faut aller au-delà. Je pense que c'est important de créer des lieux, notamment des lieux de vie. Par exemple, je prends l'exemple de mes amis à Nancy de la librairie des Deux Cités, une librairie que je vous recommande, qui ont ouvert une librairie patriote qui donne, conservatrice enracinée, qui donne à tous les patriotes du Grand Est un point de chute. Ça peut être tout simplement ouvrir un bar, un endroit où les gens peuvent se retrouver, peuvent discuter, sachant qu'ils sont dans un lieu ami. Ça peut être créer un commerce, tout simplement, créer une entreprise, donner des emplois, surtout donner de l'emploi à des gens pour qui c'est très difficile de travailler après avoir pris certaines prises de position courageuses. Ça peut être ouvrir une école hors contrat, ça peut être voilà, beaucoup de choses comme ça. Je dis aussi qu'il y a un élément qui est souvent, je dirais, ignoré, c'est les mairies. Parce qu'il y a beaucoup de mairies où les gens ne veulent plus être maires. Maire, c'est un travail extrêmement ingrat, mais le maire a une grande influence sur la politique locale. Et donc vous pouvez, et il y a toute une génération qui est plutôt la génération de l'après-guerre qui arrive à la retraite, et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas reprendre, donc ça peut être aussi une opportunité pour des jeunes. C'est un peu ingrat, c'est vrai que vous ne gagnerez pas d'argent, vous aurez plein de problèmes, mais avoir des patriotes et des catholiques qui sont dans la vie locale et qui gèrent une mairie, même une mairie modeste, de petits villages, de petits bourgs, bah c'est déjà ça, et c'est déjà une manière de pouvoir agir au niveau local. Donc ça c'est au niveau local. Et après bien sûr on a besoin de ça, on a besoin de militants, on a besoin de maires, on a besoin de commerçants, on a besoin de libraires, mais on a aussi besoin de généraux, d'ambassadeurs, de députés, de préfets, de commissaires de police, d'avocats, de hauts fonctionnaires. Et donc il faut aussi des gens qui sont à l'intérieur du système et qui sont là à la fois pour, je dirais, freiner autant qu'ils le peuvent les volontés des mondialistes, mais aussi pour, je dirais, préparer l'après, parce que admettons que par un miracle divin, tous les mondialistes soient frappés par la foudre, bah, il y a quand même une machine à faire tourner, l'appareil public, l'appareil d'État, c'est une énorme machine, il faut des gens compétents, qui sachent, qui comprennent comment ça marche de l'intérieur et qui sont capables de prendre des responsabilités et d'agir. Donc là je dis toujours, c'est à chacun selon son tempérament, tout le monde ne peut pas forcément travailler à l'intérieur du système en sachant ce qu'il est, tout le monde ne peut pas non plus créer une entreprise, tout le monde ne peut pas militer en s'exposant de façon médiatique, à chacun de trouver sa place, mais en tout cas il faut être actif, il ne faut pas vous couper du monde, il faut être dans le monde, nous devons être dans le monde. Et je dis toujours, le meilleur moyen de gagner ce combat, qui sera un combat long, qui sera un combat dans la durée, c'est de se rendre indispensable. Il y a cette phrase de Jacques Bainville que j'aime beaucoup, qui dit « Comment s'impose-t-on à un peuple toujours de la même manière par les services rendus ?» Et je pense que le meilleur moyen pour les catholiques, et notamment les catholiques traditionnels, c'est de se rendre indispensable à la vie de la cité. On est aujourd'hui dans une cité qui est en train de s'effondrer, où aujourd'hui il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui vous disent que trouver quelqu'un qui arrive à l'heure et qui sait faire une addition de tête, c'est déjà le bout du monde. Donc avoir des gens formés, structurés, avec des valeurs, une éthique de travail, ça vous rend indispensable. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre pour prendre des responsabilités dans la société et vous rendre à des endroits charnières et critiques. Donc ça c'est très important. Et donc pour terminer, je vous dirais aujourd'hui que vous êtes appelés à servir Dieu et à servir la France. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'être des meneurs et non pas des suiveurs. C'est de cultiver l'excellence plutôt que de rester dans la moyenne, plutôt que de vous conformer, de chercher à vous distinguer. Et dans un pays qui s'effondre, vous devez être un roc, et c'est sur ce roc que notre Seigneur Jésus-Christ va refonder la France. N'oubliez jamais, aux hommes cela est impossible, à Dieu tout est possible. Je vous remercie.